Bonjour. Est-ce que vous avez l'impression, alors là je commence par un peu ce que j'ai vu dans les questions de la fin, mais d'être finalement parmi les candidats le plus proche d'Oser la France? Je ne sais pas, mais quand j'ai vu vos propositions, et puis surtout quand au quotidien je travaille avec celui qui est le créateur, le fondateur d'Oser la France, Julien Aubert, quand je vois ceux qui l'entourent au quotidien, je vois mon ami Guy Tessier, je vois Valérie Boyer, je vois Sébastien Meurant. Oui, j'ai le sentiment d'être très proche d'Oser la France. Je mettrai simplement peut-être un amendement au nom. Je voudrais proposer Oser la droite pour la France. Et ma campagne, elle va porter très clairement sur ces valeurs qui peuvent être identifiées à la droite. Je suis un homme de droite, je ne m'en excuserai jamais, je suis fier d'être de droite. Pour moi, la droite, ce sont des valeurs et des valeurs que je veux promouvoir dans cette campagne. Des valeurs d'autorité, une autorité qui protège, des valeurs de liberté qui donnent une nouvelle impulsion à un pays en déclassement, en déclin, et des valeurs d'identité pour nous rappeler d'où nous venons et surtout pour savoir où nous voulons aller et où nous ne voulons pas aller par rapport aux menaces qui nous entourent. Donc, j'ai une communion de valeurs avec les amis d'Oser la France et beaucoup, une immense majorité, je le crois, sont membres de la même famille politique que la nôtre, que celle des Républicains. J'ai adhéré pour ma part au RPR à 16 ans. Je n'ai jamais changé de famille politique, jamais. J'ai combattu au premier, comme je le dis, j'ai combattu avec beaucoup d'énergie Emmanuel Macron la dernière fois. Nous étions quelques-uns et j'ai retrouvé une photo de cette droite que certains ont qualifiée avec un extraordinaire mépris et une suffisance de droite du Trocadéro. Eh bien, Julien Aubert, Guy Tessier, Valérie Boyer, Sébastien, je crois, et moi, nous étions autour de François Fillon jusqu'au dernier moment. Parce que si tout le monde avait eu la même attitude, nous aurions été... Il a manqué 300 000 voix à François Fillon pour être au second tour. 300 000 voix. Si tous les traîtres qui nous ont quittés, qui ont eu une colonne vertébrale souple, étaient restés avec nous, je crois que le destin de la France a nu été changé. Et je le dis aussi, et ça fait partie aussi de ce socle de valeurs que nous avons en commun. Vous avez vu l'attitude qu'avec Julien Aubert, nous avons eue lors des élections régionales. Pour moi, l'alliance avec En Marche, et je réponds par la même occasion à la dernière question que vous avez posée à Valérie, pour moi, l'alliance avec En Marche, jamais, ni au premier, ni au second tour. Et juste, vous avez parlé de traîtres, d'autres traîtres potentiels, vous en voyez venir? Le stock peut se renouveler, mais il a été bien fourni au départ. D'idées, pas forcément de traîtrise, mais d'idées politiquement. Vous savez, ceux qui ont eu cette attitude n'ont pas été guidés par les idées. Ils ont été guidés par les postes, par les places. Ils ont été sensibles à l'ère du temps. Ce sont... Benjamin Constant disait il y a des hommes de conviction et il y a des hommes de circonstance. Ce sont des hommes de circonstances opportunistes, c'est tout. Il y en a eu hier, il peut y en avoir demain. Mais il faut savoir aussi, je crois que c'est la fierté de la politique, moi je veux conduire une campagne aussi, je vous ai parlé de mon triptyque de valeurs, autorité, liberté, identité. Je veux aussi une campagne de clarté, de vérité et de courage. La clarté, c'est dire d'abord, il faudra que tout le monde y réponde, jamais d'alliance avec M. Macron. Parce qu'on ne peut pas dresser le constat, comme nous le faisons tous, et pour le coup on est tous d'accord, d'un pays qui décline, d'un pays en voie de déclassement, et ce qui s'est passé les 24 dernières heures dans l'accord entre les États-Unis, l'Australie, la Grande-Bretagne, est le signe aussi du fait que notre pays n'est plus dans la catégorie dans laquelle le général de Gaulle
depuis la Résistance jusqu'à la Ve République, l'avait hissé. C'est un symbole extraordinaire du déclin qu'a engagé Emmanuel Macron sur la scène internationale. Mais ce déclin, vous en avez parlé, on le voit sur l'éducation, que dire au plan économique où on est menacé par une dette abyssale, au plan de la sécurité, de la violence, de l'immigration. Donc on voit bien les menaces qui sont là. On ne peut pas dresser le constat d'un pays qui va mal et au dernier moment dire « Ah ben quand même, eh bien oui, il faut voter Macron ». Eh bien moi je ne le dis pas et je ne le dirai pas. Et je le dis dès aujourd'hui très clairement. Et il faudra que tout le monde le dise, ou pas d'ailleurs, parce qu'après tout, je respecte toutes les positions. Moi, je respecte les gens qui ont un engagement sincère auprès d'Emmanuel Macron. Ce que je conteste, c'est ceux qui sont chez nous dans une forme de cinquième colonne. Ça a été d'ailleurs la promotion de quelqu'un qui l'a bien utilisé dans un autre cadre et qui, nous, quelque part, sont là pour jouer le jeu de l'adversaire. Moi, j'aime la clarté. On ne peut pas être dehors ou dedans. On ne peut pas être avec Macron ou contre Macron. Il faut une ligne claire. Il faut une étanchéité. Nous sommes nous-mêmes. Nous sommes les héritiers du général de Gaulle, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy. On n'a pas à se référer aux uns ou aux autres. Il faut tracer notre route. Il faut tracer notre route pour une France forte. Justement, la route. Il faut oser cette France. Vous l'avez fait, vous l'avez dit, et vous avez des propositions que je partage, on va le voir, quasiment intégralement. Justement, c'est la question que je voulais vous poser. On sent que vous les partagez dans leur inspiration profonde. Sur les 15, si on le prend dans l'autre sens, est-ce qu'il y en a une ou plusieurs sur lesquelles vous avez peut-être quelques nuances? Des nuances, j'en ai très peu trouvé, très sincèrement. Je crois que je partage le constat. Il y a le septennat non renouvelable. Peut-être, moi je pense qu'il faut 2 mandats. Le quinquennat, c'est trop court parce que au bout de 3 ans et demi, on est dans l'inaction pour préparer la campagne électorale. Au bout d'1 an, si on a du courage, on est dans les difficultés et tout s'arrête. Donc, moi, je pense que le quinquennat fut une erreur. Donc, je suis plutôt adepte du septennat, comme vous. Après, je pense qu'il faut aussi qu'un président sortant, qui a un bilan, puisse se le valoriser. Il faut de la durée. Et on voit bien aujourd'hui que les grands dirigeants de ce monde, alors ce ne sont peut-être pas tous et même pour l'essentiel, ce ne sont pas des régimes comparables aux nôtres, mais la durée dans l'action, tourner le dos à l'immédiateté, à la communication, au slogan, à l'impuissance des mots au détriment d'une action courageuse. Il faut du courage. Il faudra surmonter de l'impopularité pour faire des réformes. Et pour cela, il faut du temps aussi. Donc, si j'avais cette petite nuance, après, pour le reste, on le verra peut-être dans le détail, mais quasi intégralement, je m'y retrouve. Il manque peut-être un volet un peu plus puissant sur l'autorité, sur la justice, sur le fait de rétablir une autorité qui protège le faible de la violence. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les personnes les plus fragiles de notre société qui sont les victimes de cette explosion de la violence. Je pense qu'il faut une réponse beaucoup plus globale qui associe sécurité et justice en termes de moyens sur un plan pluriannuel. Je propose 25 milliards d'investissements, sur une réponse pénale beaucoup plus ferme, mais surtout peut-être beaucoup plus rapide pour que des peines soient exécutées. Et par là même, on vient à la question essentielle qui grippe toute la chaîne pénale, celle du déficit de places de prison qui empêche une véritable réponse pénale. Nous avons aujourd'hui 61 000 places de prison. Macron en avait promis 15 000 en 2017. À ce jour, il en a construit, et encore beaucoup avaient été décidés par d'autres gouvernements, 1600. Donc la réalité, elle est là. Je pense qu'il nous en faudrait au moins 100 000. Et on pourrait en faire immédiatement. J'avais, à la demande du président Sarkozy, rédigé un rapport sur l'exécution des peines. C'était il y a 10 ans, c'était en 2011. Ce rapport avait conduit à 2 lois. Une sur le placement de mineurs délinquants dans des centres d'encadrement avec des militaires, les EPID, c'était le service citoyen. Madame Taubira, la loi existe toujours, mais Madame Taubira en avait coupé les moyens.
Et les 2 gardes des Sceaux de M. Macron ne les ont pas rajoutés. Donc, mais la loi existe, service citoyen pour les mineurs délinquants, on la connaît peu. Et ensuite, nous avions mis en place une loi de programmation sur l'exécution des peines, certes un peu tardive dans le quinquennat, c'était en mars 2012, mais qui prévoyait à l'horizon 2017 80 000 places de prison. On est aujourd'hui, presque en 2022, à peine à 61 000. Donc peut-être je redensifierai plus ce volet autorité, sécurité, justice, mais on peut en Justement, on en parlait avec Mme Pécresse tout à l'heure, responsabilité des magistrats. Pour vous, on a un sujet de moyens ou on a aussi un sujet avec la sociologie, peut-être, d'une partie de la magistrature? La proposition donc sur la responsabilité des magistrats, est-ce que celle-là, vous la prenez? J'accablerai pas spontanément les magistrats. Bien sûr, il y en a qui ont une vision idéologique qui est un peu issue du moule unique de formation. Donc, je pense qu'il faut mixer les origines des magistrats. Je pense que je vois Maître Spinner, maire du 16e arrondissement, que des avocats deviennent magistrats, que des policiers deviennent magistrats. Je ne crois pas que Maître Spinner est candidat pour l'instant, mais que ça peut être une voie, parce qu'il faut aujourd'hui casser ce moule unique où il y a quand même une approche idéologique, vous avez raison. Mais quand on regarde l'affectation des ressources publiques, aujourd'hui, quand on dépense 1 000 € de dépenses d'argent public, et l'argent public, c'est le vôtre, c'est le fruit de vos impôts, 1 000 € d'argent public, on consacre à peine 4 € pour la justice. C'est environ la moitié de la moyenne des pays de l'Union européenne. 4 € pour la justice et 25 € pour la sécurité. On consacre environ 600 € pour l'action sociale, 600 à 700 € pour le modèle social. Ça veut dire que l'État régalien, ce pourquoi finalement l'État est fait, c'est-à-dire vous protéger, assurer la défense, assurer la sécurité, assurer la justice, eh bien aujourd'hui ça ne représente même pas 2,5%, moins de 2%, un peu moins de 2,5% de la richesse nationale. C'était 6% du temps du général de Gaulle. Et en contrepartie, on a vu que l'État-providence, l'État social, lui, avait quasiment doublé de volume. Il est devenu obèse. L'État régalien est devenu squelettique. L'État social, l'État-providence est devenu obèse. Et on a ce paradoxe où il y a de plus en plus d'argent public qui est dépensé et qui donc est prélevé dans les poches des contribuables. Là, pour le coup, je suis totalement d'accord avec Valérie Pécresse qui parlait de ce record du monde que détient tristement la France, puisque c'est en France qu'on paie le plus d'impôts et de charges. Et cela nourrit des dépenses publiques qui font qu'aujourd'hui, bon, on est après la crise Covid, on va dire que c'est 10% de plus, mais 66% de la richesse nationale est composée de dépenses publiques aujourd'hui. Les dépenses publiques représentent 66 à 67% de la richesse nationale. On est dans un État quasiment nationalisé. Et pour autant, on a un État qui doit protéger, qui doit lutter contre l'augmentation de la violence, des homicides, qui doit nous protéger sur la scène internationale avec beaucoup plus d'efficacité, qui doit rendre la justice, qui doit faire en sorte que ceux qui ne respectent pas la loi soient sanctionnés, qui ne jouent plus son rôle. Eh bien, c'est ça qu'il faut inverser. Il faut muscler notre État régalien. Moi, j'ai déposé une proposition de loi dès 2017 qui associe sécurité intérieure et justice, une LOPSIGE. C'est une méthode avec 25 milliards d'euros d'investissement sur un quinquennat pour rattraper le retard. Ce n'est pas énorme, c'est 5 milliards d'euros par an. Quand on voit le quoi qu'il en coûte, où on a trouvé de l'argent à ne plus savoir qu'en faire, bien sûr, on a creusé la dette et les impôts, mais quand même, dire qu'un pays comme la France, qui a aujourd'hui une richesse nationale de 2300 milliards d'euros, ne pourrait pas trouver chaque année 5 milliards pour qu'on se protège mieux, c'est un paradoxe que personnellement je refuse. Et sur les sujets d'économie, justement, parce qu'on vous connaît bien, peut-être mieux sur les sujets régaliens, parmi les propositions qui sont faites là, par exemple sur le protectionnisme, est-ce que ça vous paraît faire partie justement des compétences d'un État régalien? Est-ce que c'est souhaitable? Bien sûr, et je crois que là aussi, et vous l'avez dit, et je partage ce constat,
il faut rompre avec une forme de naïveté. La naïveté, et là pour le coup je crois qu'on est tous d'accord, la naïveté d'une Europe qui a privilégié la concurrence extrême face à une forme de protection. Moi, je suis pour une préférence européenne, voire pour une préférence nationale. Je vais vous donner un exemple. J'ai été rapporteur de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale, Julien en était membre, sur la crise sanitaire. Qu'avons-nous vu dans cette crise sanitaire ? Au-delà de la gestion chaotique du début, qui a fait que nos aînés n'ont pas eu accès aux soins comme ils l'auraient dû, et on l'a démontré dans la commission d'enquête, qui fait qu'on a manqué à peu près de tout. Mais pourquoi on a manqué de tout ? Parce que nous n'avions même plus la capacité industrielle de produire un produit aussi simple qu'un masque. Plus grave, nous n'avions plus la capacité de produire des antiviraux, de produire du Doliprane. Donc notre industrie pharmaceutique s'était considérablement affaiblie parce qu'elle s'était aussi délocalisée. Et moi, je pense qu'il faut avoir aujourd'hui une politique de réindustrialisation, de relocalisation, notamment sur les produits stratégiques. C'était une des propositions de notre rapport, avec un ministère délégué auprès du Premier ministre qui soit en charge des questions stratégiques. Mais on doit avoir une réponse aussi en termes de taxes à la frontière externe de l'Union européenne, parce qu'on ne peut pas importer des produits qui sont fabriqués sans aucune norme sociale, environnementale, et qui viennent aujourd'hui concurrencer des entreprises qui, elles, sont soumises à ces normes. C'est une naïveté incroyable à laquelle il faut rompre. Sur ce point, je suis totalement d'accord. J'ai rajouté, si je peux continuer sur le plan économique, ou oui. sur le plan économique, mais moi, vous savez, je vous ai dit que je voulais avoir un langage de vérité. La France va mal, et moi, je ne veux pas que la France disparaisse. Je veux que la France reste la France. C'est aussi une idée que je veux porter dans cette campagne. Mais pour cela, je suis convaincu qu'il ne suffira pas pour la droite républicaine que nous représentons de prolonger les lignes ou de bouger à la marge le curseur. Je crois nécessaire une grande politique de rupture. Il faut tout changer pour que rien ne change finalement. Pour que cette France que nous aimons, fruit d'une histoire, d'une culture, d'une identité, reste ce qu'elle a toujours été, eh bien, il faut que nous ayons des idées, il faut que nous osions, et le mot est pertinent, des idées nouvelles, des idées fortes, des idées qui fondent un peu une forme de révolution républicaine. Et en matière économique, moi je propose notamment une idée forte qui mette un terme à l'impôt sur la mort, à l'impôt sur les successions. Je souhaite qu'on supprime l'impôt sur les successions. Cet impôt rapporte aujourd'hui 12 milliards d'euros. Celui sur les donations, c'est le même esprit, rapporte un peu plus de 2 milliards d'euros, c'est-à-dire 14 milliards d'euros, toutes les successions. 14 des 38 pays de l'OCDE ont supprimé cet impôt. Ceux qui ne l'ont pas supprimé, je pense à l'Italie, ont un taux en ligne directe unique de 4%. Nous, le taux marginal supérieur pour les patrimoines au-delà d'1,5 million d'euros, il est de 45%. Mais ça commence dès 11 000 euros. Dès 11 000 euros. Donc, après un abattement de 100 000 euros. Nicolas Sarkozy l'avait porté à 150 000 euros. Hollande est revenu là-dessus et Macron l'a maintenu. Moi, je propose qu'on supprime en ligne directe cet impôt sur la mort. On paye toute la vie des impôts, lourds, très lourds, puisque 45% de prélèvements obligatoires aujourd'hui. On paye la TVA, on paye la CSG, on paye l'impôt sur le revenu, on paye la taxe foncière, pour beaucoup encore la taxe d'habitation, une multitude de taxes sur l'énergie notamment, sur les carburants. Et lorsque on veut transmettre un patrimoine à ses enfants, on est à nouveau taxé de façon quasi confiscatoire.
C'est une injustice pour moi profonde. Il peut y avoir un débat sur cette question. Mais je pense aussi que ça serait l'opportunité de nourrir un véritable plan de relance pérenne. On constate quoi aujourd'hui? Il y a en France 5 000 milliards d'épargne. 200 milliards de plus depuis la crise Covid, supplémentaire. Cette épargne, elle est souvent dans les mains des personnes qui ont atteint un certain âge, qui ont réussi ou qui ont travaillé toute une vie et qui ont accumulé cette épargne. Eh bien, cette épargne, je crois qu'il faut en garantir la mobilité vers les jeunes, des jeunes qui souffrent souvent beaucoup, qui ont besoin de liquidités, d'investir. Moi, je propose qu'un grand-parent puisse donner tout de suite à son petit-fils, sa petite-fille, 150 000 € en franchise d'impôt. On aurait tout de suite un déblocage énorme de cette épargne qui serait injectée dans l'économie productive, qui permettrait à des jeunes d'investir, d'acheter un logement. Voilà, une proposition vous n'avez pas peur un peu forte. D'être le président des riches, parce que concrètement, il y a très peu de Français qui peuvent donner 150 000 € à chacun de leurs petits-enfants. Je ne crois pas, ça touche, les cas. Moi, j'assume totalement mon programme. Voilà. J'assume ces valeurs politiques. J'ai souvent été attaqué, souvent caricaturé, mais je le dis, je crois qu'il faut aujourd'hui casser les codes habituels. C'est pour ça que je propose aussi une flat tax, qui était chère à Serge Dassault, mais une flat tax qui est aussi appliquée dans des pays qui ont une énorme croissance aujourd'hui. Je pense à l'Estonie, une flat tax sur l'impôt sur le revenu à 15%, en exonérant simplement les très bas revenus. Parce qu'il faut que aujourd'hui, quand on est dans un pays où 10% des contribuables payent 70% de l'impôt, c'est aussi une forme d'injustice. Et c'est une erreur économique. Parce que ce qui compte à la sortie, ce n'est pas qu'on nous qualifie d'être juste ou injuste, c'est que tout le monde ait un emploi, que la jeunesse ait un avenir. Aujourd'hui, nos jeunes regardent l'avenir non plus comme une espérance, comme dans les générations qui étaient les nôtres. On regardait demain comme un espoir. On disait nos enfants vivront mieux que nous. Nos grands-parents pensaient qu'on vivrait mieux qu'eux. Aujourd'hui, nos enfants, ils regardent l'avenir avec une extraordinaire inquiétude. Donc, je pense qu'il faut avoir le courage de mesures qui sont bonnes, et j'ai la conviction, voire la certitude, qu'elles seront bonnes pour l'économie. C'est ça qui me guide. Et vous dites casser les codes, avoir le courage. Au cœur du programme, justement, des propositions d'Oser la France, on voit bien qu'il peut y avoir potentiellement des frictions avec notre environnement juridique européen, que ce soit sur les sujets d'immigration ou sur les sujets économiques comme le protectionnisme. Jusqu'où vous êtes prêt à aller, justement, pour casser la hiérarchie du droit actuel? Je propose une modification de l'article 55 de la Constitution, parce qu'on pose souvent la question, on répond de façon un peu vague. Voilà. Moi, je propose un référendum constitutionnel par le biais de l'article 89 ou de l'article 11, s'il le faut, qui permette de modifier l'article 55 qui donne cette primauté aux traités et aux conventions, et notamment en matière de politique migratoire. Aujourd'hui, il faut que la France retrouve sa souveraineté juridique. Des grands juristes comme Jean-Éric Schuttel, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, défendent aujourd'hui cette thèse. Cela a été dit tout à l'heure par Valérie. Les Allemands n'ont pas la même interprétation que nous. La Cour de Karlsruhe ne se soumet pas à la jurisprudence de la CEDH, parce qu'il y a une souveraineté juridique. Et je crois qu'il faut qu'on retrouve sa souveraineté juridique, et je propose qu'on passe par une modification de l'article 55. On ne pourra rien faire si aujourd'hui, comme le proposait d'ailleurs François Fillon, on ne suspend pas notre participation à la CEDH temporairement pour la renégocier. Soit on renégocie pour mettre notamment un terme à cet article 8 qui assure la continuité de la vie familiale. Vous savez que je prône la suppression du regroupement familial automatique. Aujourd'hui, c'est impossible parce qu'on nous oppose l'article 8 de la CEDH qui assure et qui garantit la continuité de la vie familiale. Donc, on a essayé, ça fait 14 ans que je suis député, j'ai été élu en 2007. Le premier texte sur lequel j'ai travaillé, c'était une loi sur l'immigration que portait Brice Hortefeux, il était ministre de l'Intérieur. Philippe, tu étais député, Guy aussi. Et je me rappelle de débats, moi j'étais jeune député, j'arrivais, je voulais tout changer, j'avais pris des engagements devant mes électeurs. Et puis on me disait, ah non, mais là-dessus, le regroupement familial,
on ne peut pas limiter. On peut simplement exiger un niveau de revenu qui soit 1,2 SMIC pour garantir le revenu familial. Parce qu'autrement, le Conseil constitutionnel va nous censurer. Il faut que la personne qui accueille quelqu'un de sa famille ait un logement d'une certaine taille. Enfin, on était dans l'absurdie. Je me suis dit, mais quelle est la marge de manœuvre d'un législateur? C'était savoir s'il fallait mettre 1,3 SMIC pour le revenu de la famille qui accueillait quelqu'un qui venait d'un pays étranger ou pas. Et puis, on a eu ce débat, rappelez, c'était sur l'ADN à l'époque. Déjà, ça avait fait d'énormes polémiques. Et puis, finalement, on avait reculé à la fin. Bon, voilà. Donc, on voit bien qu'on dit, et c'est ce qui nuit à la politique. C'est pour ça que je dis qu'il faut changer les codes. Pourquoi beaucoup de nos concitoyens ne votent plus? Pourquoi une grande partie de nos concitoyens se tournent vers ceux qu'on qualifie les extrêmes, que ce soit à gauche ou à droite? Si on regarde l'abstention régionale, si on regarde ceux qui ont voté dans ces partis qu'on qualifie d'extrêmes, ça veut dire que dans les partis de gouvernement que nous représentons, ceux qui ont la responsabilité et sans doute la compétence de gouverner, ça représente désormais qu'une infime minorité du corps électoral, des inscrits, quelquefois à peine 20%. Ça veut dire que ça doit nous interroger. Et moi, je crois qu'il y a aujourd'hui que les Français ne croient plus dans la parole publique, parce qu'il y a eu trop d'écart entre les promesses qui ont été dites, ceux qui voulaient réenchanter le rêve français, ceux qui prônaient l'avènement d'un nouveau monde tellement merveilleux qui allait effacer l'ancien, qui allait reléguer au rayon des souvenirs tout ce qu'était la France d'avant, notre culture, notre histoire, le crime contre l'humanité en Algérie. Voilà, tout ça, il fallait l'effacer. Et on allait voir ce qu'on allait voir, un monde merveilleux qui allait marier la droite et la gauche pour le bonheur des Français. Le rêve, comme le nouveau monde, il s'est transformé en cauchemar. Et à bien des égards, l'ancien monde, celui qui avait des racines, celui qui ne déniait pas à la France d'être le détenteur d'une culture. Et d'ailleurs, je vous invite à lire le dernier livre du président Sarkozy. Il y a des pages dans le Figaro Magazine qui sont magnifiques, où lui, contrairement à Emmanuel Macron, dit oui, il y a une culture française. Et nous devons le revendiquer en cette journée du patrimoine. Voilà un peu ce que je dis. Vous dites que les électeurs, justement, sont désabusés. On voit que la demande de droite, elle n'a jamais été aussi forte. Et pour autant, on voit que la droite n'est pas nécessairement la mieux placée à l'heure actuelle dans la compétition politique. Donc, oui, parce que pourquoi les électeurs de droite ils sont en particulier désabusés vis-à-vis de ceux qui pourraient les représenter? Parce qu'on a eu trop de pudeur. Parce qu'on a quelquefois reculé devant une idéologie de gauche. Vous savez, c'est beaucoup plus facile sur un plateau de télévision d'épouser des idées qui sont louées par les commentateurs et qui sont prônées par une forme d'élite de gauche qui est reconnue. Quand on porte des idées comme je le fais sur le droit du sang, tout de suite, on se dit, le droit du sang, c'est quoi? C'est dire, est français celui qui est né de français, ou est français celui qui donne le signe de sa volonté de devenir français par la naturalisation, et pas par le hasard de la naissance et du droit du sol. C'était le code civil, c'était le code Napoléon. C'est pas la tyrannie d'une autre époque, c'est né de la Révolution d'ailleurs. Et ça a été changé à la fin du XIXe siècle. Il y a des pays comme la Suisse qui ne sont pas quand même le paragon de la dictature absolue et qui appliquent le droit du sang. Voilà. Mais quand je dis ça, tout de suite, on se dit, oulala, on est sur la frontière. Et je vois certains de mes amis commencer à dire, oulala, mais est-ce que ce sont bien nos valeurs? Voilà. Donc je crois qu'il faut, et quand je dis qu'il faut changer les codes, il faut là aussi, d'ailleurs, sur cette question, François Baroin, Francis Spinner est très proche de François Baroin, il avait osé cela pour Mayotte, quand il était secrétaire d'État à l'Outre-mer. Je me rappelle des polémiques que ça avait soulevées à l'époque, des polémiques que cela avait soulevées. Donc à un moment, je crois qu'il faut du courage, et il faut le courage d'être de droite. Vous savez, c'est difficile d'être de droite dans un environnement qui ne l'est pas.
C'est pas très bien vu. Mais le paradoxe étant quand même qu'on voit bien qu'il y a une espèce de compétition, justement, plutôt vers la droite, y compris en reprenant des propositions qui avant étaient considérées comme extérieures. Le marqueur, si vous êtes un électeur de droite, comment être sûr que celui qui est en face de droite, il est vraiment de droite et pas juste qu'il vous le dit parce qu'il sent bien qu'en ce moment, dans les sondages, on a envie d'entendre ça? C'est pour ça que je... Démarquer sur quels critères exacts? Mes propositions, mes valeurs, je crois en avoir déroulé quelques-unes, vous les connaissez. Et pour moi, elles sont garanties par mon parcours. Je disais tout à l'heure, j'ai adhéré au RPR à 16 ans. Oui, mais comment démasquer ceux qui ne le sont pas, justement? Ça, c'est l'intelligence des électeurs, je crois qu'ils ne se trompent pas. Moi, j'ai été élu député dans ce beau printemps 2007 où Nicolas Sarkozy venait d'être élu président de la République. C'était assez simple. Il suffisait de mettre la photo de Nicolas Sarkozy derrière soi et on était élu. Bon, je caricature un peu, mais c'est à peu près ça. C'est comme la dernière fois, il a suffi à quelques candidats Internet de mettre la photo d'Emmanuel Macron, ils ont été élus. C'est d'ailleurs un des mots de nos institutions qui fait que désormais, par l'usage, l'élection législative étant concomitante de l'élection présidentielle, 5 semaines plus tard ou 6 semaines plus tard, le rôle du Parlement, le rôle du député a été effacé. Si on y rajoute la fin du cumul des mandats, on a des chambres d'enregistrement totalement déconnectées de la réalité. Mais je disais, bon, j'ai été élu en 2007. Moi, j'ai toujours défendu les mêmes idées. Et vous pouvez regarder la loi Dati sur la justice. Été 2007, jeune député, je ne l'ai pas votée. Pourquoi? Parce qu'elle portait l'aménagement des peines à 2 ans. Je me suis toujours battu contre ça. Toujours battu contre ça. Dire que quand on est condamné à 2 ans de prison ferme, et généralement, maître, ce n'est pas parce qu'on a volé l'orange du marchand qu'on prend 2 ans ferme aujourd'hui, eh bien, quand on prenait 2 ans ferme, on ne faisait pas un jour de prison. Parce qu'on passait immédiatement à côté dans le bureau d'exécution des peines et dans celui du juge d'application des peines, qui déconstruisait la peine qu'avait, au nom du peuple français, souverainement prononcé le tribunal. Je n'ai pas voté cette loi. C'est pour vous dire que voilà, j'ai des convictions, elles sont toujours les mêmes. Elles ne sont pas fluctuantes en fonction des majorités ou des modes. J'ai porté, malheureusement, dans mon parcours, j'ai été 10 ans dans l'opposition. 5 ans Hollande, bientôt 5 ans Macron. Mais dans la période Sarkozy, j'ai eu l'honneur et le bonheur de porter 3 lois. Une qui supprimait les allocations familiales aux parents qui n'assumaient pas l'autorité parentale. Elle a été appliquée, cette loi, pour l'absentéisme scolaire. Et elle a donné des résultats. On en parle, beaucoup en parlent encore aujourd'hui. Mais je l'avais faite voter. Je le redis sur les mineurs délinquants, avec un encadrement de type militaire. Beaucoup en ont parlé, même Madame Royal. Et on l'avait fait. Et sur l'exécution des peines. Et puis, j'ai dirigé une collectivité, un département, qui est un des plus grands départements en termes de budget de France, le département des Alpes-Maritimes, pendant près de 10 ans, où j'étais président du Conseil général. Vous regardez les chiffres. J'ai fait diminuer la dette de 200 millions d'euros. J'ai fait diminuer les dépenses publiques. Et même, nous avons diminué les impôts, la taxe foncière, de 15%. Donc ça veut dire que quand j'ai été en responsabilité d'agir, j'ai plutôt mis mes actes en adéquation avec mes paroles. Ça, c'est une garantie, vous pouvez regarder. Vous pouvez regarder parce que c'est important. Mais ça ne suffit pas, naturellement. Moi, ce que je propose, c'est une méthode nouvelle. Pour que les Français croient à nouveau à la politique, il faut que ce soit les Français qui décident. Et là, il faut revenir à l'esprit gaullien de la Ve République qui donnait une place primordiale au référendum. Demain, nos promesses, les miennes, nos engagements, je vois Philippe Juvin, Valérie, Michel Barnier tout à l'heure, vous pouvez adhérer à nos propositions. Mais qu'est-ce qui garantit que si demain vous nous faites confiance, on va les mettre en place? Il y a cette question de la crédibilité de la parole publique. Donc c'est pour cela que je propose la méthode d'un recours fréquent et beaucoup plus systématique, et en tout cas, dès le jour des élections législatives, de référendum. On en a parlé. Quelles questions je voudrais poser par référendum? Regroupement familial? Modification de l'article 55? Ça, c'est au plan fin du regroupement familial. Au plan de
de la souveraineté juridique, de l'immigration, quotas migratoires. Dans la lutte contre le terrorisme, rétention administrative. Vous savez, pour ceux qui nous menacent, il y a des pays comme Israël qui l'ont fait. Ils ne s'en portent pas plus mal, ce n'est pas des dictatures. C'est-à-dire, quand on connaît la dangerosité de quelqu'un, on dit de façon préventive qu'on peut se protéger. Et puis, rétention de sûreté, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy pour les criminels sexuels, à l'encontre de ceux qui sortent de prison et qui présentent toujours la même menace. Et on sait aujourd'hui, tous les magistrats, tous les spécialistes du combat antiterroriste islamiste disent aujourd'hui que c'est la principale menace qui pèse sur nous. 2540 sorties de prison de 2018 à 2022, soit de condamnés pour terrorisme islamiste, ce qu'on appelle les TIS, soit environ 2200 radicalisés en prison. C'est une menace très lourde. Donc je pose les questions du référendum. Et puis, il y aura d'autres sujets sur les compétences de la police. Valérie parlait tout à l'heure de la consultation des sites djihadistes. On a une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, dans la théorie de l'équilibre, le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'il fait? Il évalue dans une forme de balance, c'est la justice, l'équilibre entre la liberté, les libertés publiques et la sécurité. Le Conseil constitutionnel, en matière sanitaire, c'est l'actualité, a fait pencher la balance sur la protection des Français. Il a eu une jurisprudence qui a dit on restreint nos libertés parce qu'il y a un enjeu collectif de sécurité sanitaire. C'est pour ça qu'il a validé toutes les mesures qui restreignaient nos libertés. Mais en matière de sécurité et en matière de terrorisme, il a la jurisprudence inverse. C'est la liberté qui domine toujours sur la sécurité, et y compris la liberté des personnes qui nous menacent. Pas la liberté du citoyen. Voilà, c'est la liberté de consulter un site djihadiste. C'est le Conseil constitutionnel qui censure par 2 fois une loi de la majorité qui prend des mesures pour ceux qu'on connaît, qu'on a identifiés, que nos services, dont le renseignement pénitentiaire a identifié, qui sortent de prison, qu'on sait incarner, représenter potentiellement des bombes humaines, et où le Conseil constitutionnel dit non, on ne va pas avoir la possibilité de leur imposer de pointer 1 fois par semaine dans un commissariat, ou éventuellement de porter un bracelet s'ils l'acceptent. C'était ça la loi. Eh bien, il a censuré ces mesures. Donc, à un moment, il faut que le peuple souverain dise ben, nous, on veut autre chose. Et il faut l'interroger. Et justement, est-ce que vous croyez que votre programme et justement ces valeurs de droite, c'est possible dans le cadre d'une majorité de la droite et du centre? Alors, on a bien entendu ce que vous disiez sur Emmanuel Macron, mais de la droite et du centre malgré tout. Il faut une majorité sur des idées claires, que tous ceux qui s'y retrouvent puissent se rassembler. Moi, je crois en l'incarnation d'un homme qui va porter des idées nouvelles. Voilà, la Ve République, c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec le peuple de France. Et c'est la rencontre aussi du peuple de France avec un projet de rupture, j'en suis profondément convaincu. Celui qui gagnera cette élection présidentielle, je pense qu'il la gagnera avec du courage, avec des idées neuves, et derrière, il n'aura aucune difficulté à avoir une majorité derrière lui. Voilà. Je pense que ne mettons pas les questions d'appareil, de cuisine, d'alliance avant. Portons un projet de rupture. Trouvons, et je le dis avec modestie, celui qui l'incarnera et celui qui nous fera gagner. Parce que c'est ça qui est important dans l'unité et le rassemblement. Et après, le reste suivra. Dans les questions que souhaitaient vous poser les militants d'Oser la France, ça tourne beaucoup autour d'Éric Zemmour. Donc, est-ce que justement, Éric Zemmour, il vous paraît pouvoir être dans une majorité de cet ordre-là, ou est-ce qu'il est en dehors de cette famille politique? À l'heure actuelle, il est dans ma circonscription à Nice, où il va tenir un meeting. Donc, j'ai préféré être avec vous. C'est déjà peut-être... C'est déjà une première réponse. Mais voilà, moi, je ne fais pas partie de ceux qui vont ostraciser Éric Zemmour. Voilà, ne commettons pas peut-être des erreurs qui ont été commises par le passé avant de commencer tout débat. Voilà. Moi, Éric Zemmour, je l'ai connu, il était journaliste au Figaro. Il a d'ailleurs suivi ma campagne législative en 2007.
c'est quelqu'un avec qui j'échange, c'est quelqu'un avec qui je peux partager beaucoup de convictions, pas toutes. Voilà, sa conception de la femme dans la société, je ne la partage pas. Son idée sur les prénoms qui devraient être interdits, je ne partage pas. Mais pour autant, que ça soit Éric Zemmour ou un autre, quand Éric Zemmour dit qu'il pleut et que certains chez nous sont contraints de dire non, non, il fait soleil, les Français s'aperçoivent que ça mouille quand même. Voilà. Et donc, la réalité, elle est là. Et voilà. Alors après, Éric Zemmour, il ne fait pas partie de notre famille politique. C'est un homme seul. Moi, je ne sais pas s'il sera candidat ou pas candidat. Encore une fois, moi, ce qui m'importe, c'est nous, nos idées, nos convictions, notre famille politique, mais arrêtons de jeter des anathèmes sur les uns et sur les autres. Proposons des idées fortes et arrêtons de sombrer dans le piège du politiquement correct dans lequel nos adversaires nous ont fait tomber depuis des années, y compris François Mitterrand, qui a tout fait pour promouvoir le Front National et lui donner de la force pour que le Parti Socialiste se maintienne au pouvoir. Merci beaucoup, Éric Ciotti. Merci d'être venu ici aux Universités d'été d'Oser la France.